Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien plutôt. C'est l'heure de l'épisode du maintien. Épisode qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps parce que je crois que le dernier c'était avant le Tour de France. J'ai pas eu le temps d'en faire entre le Tour de France et la Vuelta. C'était pourtant prévu. Et donc là on attaque avec un épisode du maintien. C'est l'avant-dernier. Le dernier se fera après le 15 octobre, donc le 16 ou le 17 octobre. Voilà, quand la saison sera officiellement terminée et qu'on on fera le bilan de cette année au niveau des points UCI. Mais là, on peut déjà presque faire un pré-bilan à 3 semaines de la fin de saison, même un peu moins de 3 semaines de la fin de saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les débriefs de la mi-temps, le débrief juste après l'arrivée des courses, juste après la fin des matchs de rugby, à la mi-temps des matchs de rugby. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire bien entendu un super thanks. On commence tout de suite avec ce classement UCI. Nous sommes donc quasiment en fin de saison. Et il y a des choses à dire sur ce classement UCI à la fin de cette première année. Déjà que, on peut le dire, le fait d'avoir changé le nombre de points UCI, ça a donné beaucoup plus de points aux équipes. Je pense notamment à la Cofidis. La Cofidis est pourtant 3 places derrière son classement de 2022 et pourtant elle a marqué 1500 points de plus que l'année d'avant. Donc il faut bien avoir ça en tête, que les écarts de points sont vraiment importants par rapport d'une année sur l'autre. Donc les équipes qui ont marqué moins de points que l'année précédente ou qui ont fait quasiment le même score, ce sont des mauvaises années d'un point de vue UCI. Et quand j'avais dit en début de saison que je voyais la montée j'avais dit 24 000 points, j'avais dit 8 000 points par an pour 2025, donc j'avais dit vers 24 000 points. C'est peut-être même plutôt 25 000 qu'il faudra viser ou 25 500 quand on voit aujourd'hui que AG2R est déjà à 8 421 points, qu'il reste encore le Tour de Lombardie et Paris-Tour. Donc peut-être que la montée va se faire à des scores bien plus élevés que ce à quoi je m'attendais, et on sera assez loin des 18 000 points qu'il fallait l'an dernier pour faire la montée sur les 3 ans. Là je pense que oui, 25 500, 26 000 points peut-être il faudra obtenir pour rester en World Tour. Bon, on commence tout de suite avec UAE. Alors la bagarre avec la Jumbo a été très intéressante toute la saison. UAE qui prend un petit peu l'avantage dans cette fin de saison sur les classiques italiennes où il marque pas mal de points par rapport à la Jumbo Visma. Donc c'est ce qui fait la différence et ce qui permet à UAE de reprendre la première place avec 28 038 points. À titre de comparaison, l'année dernière, la première équipe qui était Jumbo-Visma avec 14 975 points. Donc vous voyez, c'est quasiment le double de points obtenus par UAE Team Emirates par rapport à son année où ils avaient fait 13 323 points. La Jumbo, là aussi, on a doublé le point. C'est très proche, hein. On a seulement 400 points d'écart avec la UAE. Donc ça, c'est très intéressant pour cette formation néerlandaise. Troisième, Ineos, qui était déjà troisième l'année dernière. 16 801 points. Là, l'écart de points est un petit peu moins flagrant, vu qu'ils étaient à 12 494. On voit que l'écart s'est agrandi par rapport aux équipes qui sont devant au classement. Là, il y a vraiment un écart désormais qu'il n'y avait pas avant. Avant, ils étaient à 2000 points de la Jumbo. Voilà, vous voyez qu'ils sont à plus de 10 000 points. Donc, il y a vraiment un écart, un gap qui a augmenté de ce côté-là, du côté de Ineos. Une Vuelta qui n'a pas été fantastique. Ça joue également, hein. La Vuelta n'a vraiment pas été très performante pour Ineos, alors que la Jumbo, malgré un triplé, n'arrive pas à dépasser UAE, parce que UAE est un petit peu plus régulier sur la saison, et donc du côté d'Ineos, oui, la Vuelta a été ratée. Bon voilà, heureusement qu'il y a Sivakov, je dirais, sur les classiques italiennes, mais c'est vrai que les résultats d'Ineos cette année n'ont pas été fantastiques. Quatrième, Soudal Quick-Step.
On peut saluer Remco Evenepoel qui apporte pas mal de points à cette formation. C'est plutôt pas mal quand même la 4e place pour Soudal Quick-Step. Pour tout vous dire, je pensais qu'ils étaient un petit peu plus loin. Les classiques de début de saison ont bien marché. Donc ça fait un beau score parce que l'année dernière, ils étaient 6e. Et surtout, l'année dernière, ils étaient 6e, donc derrière Intermarché, derrière Bora. Ils avaient 10 114 points. Ils étaient juste devant Groupama et Bahreïn. Donc ils s'en sont plutôt bien sortis parce qu'ils gagnent 2 positions au classement. Donc c'est très bien. Autre équipe qui s'en sort bien aussi au classement, c'est Lidl Trek. Avec du très grand Mats Pedersen, et ça va être encore mieux l'année prochaine. Donc c'est déjà des équipes, encore une fois, qui ont quasiment... Enfin, UAE Jumbo, ils sont quasiment déjà sauvés. Lidl Trek, c'est déjà pas mal pour cette première année. C'est-à-dire que, grosso modo, l'année prochaine, ils pourraient presque se la couler douce et marquer 0 points. Ils seraient toujours dans la zone des qualifiés. Donc, très beau score, hein, 15 599 points. Et surtout, 7 positions de gagner par rapport à l'année dernière. L'année dernière, ils étaient derrière Movistar, ils étaient derrière Cofidis, derrière Alpecin de Koninck. Ils avaient marqué 7306 points. Donc là aussi, un bel écart. Ils ont marqué plus du double de points sur une année. Donc c'est un peu le même cas qu'UAE Jumbo. Donc c'est dire le nombre de résultats très intéressants qu'ils ont obtenus. Bahreïn Victorious, là également, c'est une équipe qui est en hausse en termes de résultats. 15 436. Ils étaient 8e, ils passent 6e. C'est encore quand même un résultat au niveau classement UCI qui est en deçà pour moi de l'argent et de l'investissement fait par Bahreïn depuis de nombreuses années. Ça, je trouve, c'est une équipe qui n'arrive pas vraiment à utiliser à 100% de ses capacités son effectif. Alors il y a des belles perfs, hein, il y a Mohoric, il y a Milan, il y a des coureurs qui s'en sortent très bien, mais collectivement, c'est vrai que bon, il y a des coureurs, on se demande un petit peu ce qu'ils font là dans cette équipe, des fois de temps en temps. Donc c'est vrai que ça fait un écart. C'est vrai qu'ils ont du mal à avoir un collectif aussi solide que UAE Jumbo. Notamment, donc c'est là où on peut voir une petite déception. Groupama, 14 000 points, pas d'évolution au classement. C'est plutôt pas mal quand même pour Groupama cette année parce que bon, j'avais dit, ça va peut-être pas être facile avec les petits jeunes qui arrivent. Hein. Je rappelle le recrutement particulier l'année dernière de Marc Madio. Alors, ils ont décidé de recruter que des coureurs qui venaient de la Continentale. C'était un choix osé, mais c'était aussi un choix osé en termes de points, donc 14 000 points. Ça a plutôt donc bien marché avec du grand Thibaut Pinot aussi, il faut le dire. Mais ils sont 7e. Gaudu a apporté aussi un nombre de points important à cette formation. Et surtout, ils évitent d'être en dessous de 10 000 points, de se retrouver dans une situation où tu n'es pas assuré au moins d'une année mauvaise en termes de performance. C'est-à-dire que là, Groupama, l'année prochaine, ils peuvent se planter. Encore une fois, ils seront bien classés au niveau UCI. Alpecin qui fait 13 710, 8e. Là encore, alors Alpecin a quand même été un peu avantagé cette année par rapport aux années précédentes. C'est le fait est que maintenant, les victoires d'étape comptent plus de points. Donc c'est vrai que pour Caden Groves, pour Mathieu Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel, c'est surtout les classiques, mais surtout pour Philipsen, ça a permis à cette équipe d'accumuler les points. Mais cette formation a toujours des déficits, notamment au niveau de la montagne, ils n'ont personne, et notamment au niveau des classiques ardennaises où ils n'ont personne. Donc c'est vrai que sur une grande partie de la saison, ils ne peuvent pas marquer de points parce qu'ils ne sont pas suffisamment bons en montagne. Ça serait peut-être intéressant de recruter 2-3 coureurs en montagne. Pas forcément des têtes d'affiche, hein, mais on voit par exemple Lotto avec Sepulveda. Ça permet peut-être d'obtenir quelques résultats, ou avec des Van Gils ou avec des Van Edvelt, ça permet d'obtenir des bons résultats. L'Auto Destiny 5e, c'est vrai que c'est une très bonne saison. Alors déjà l'année dernière, ils avaient fait plutôt une belle année en termes de points, mais là c'est vraiment très très bien. La Vuelta a bien marché avec Van Edvelt notamment, et tu as des belles perfs avec Van Gils, bien entendu Arnaud Delis, qui enchaîne les victoires en cette deuxième partie de saison. Il avait commencé piano, mais il a fini super fort, Arnaud Delis. Moi qui pourtant avais exprimé quelques doutes envers le coureur belge. Là, il a bien répondu, je trouve, en cette fin de saison. Je crois qu'il a 9 victoires.
Arnaud Delis. Et puis, on pourra peut-être regarder, tiens, les victoires. Je suis en train de le voir en fin de vidéo. Et puis Wally Walou du côté de la Lotto. Donc, c'est vraiment une belle saison. Voilà, il marque des points régulièrement. Dommage KDB1, mais on voit que le fait que KDB1 n'ait pas été présent sur le Tour de France, n'ait pas marqué beaucoup de points sur le Tour de France, eh bien, ça les a pas trop handicapés. L'une des deux déceptions de l'année pour moi, Bora. Il n'y a pas grand chose qui a marché du côté de Bora, à part Kiana Hültebroek, Vlasov décevant. Et puis, sur le Tour de France, ils ont marqué en fait très peu de points par rapport à l'investissement du sponsor et surtout par rapport à l'année précédente. C'est vraiment pas très bon parce que là, ils sont à 12 213 points. L'année d'avant, ils étaient quatrième avec 10 331 points, c'est-à-dire qu'ils n'ont marqué que 2000 points de plus que l'année précédente, alors qu'avec le nouveau barème, c'est beaucoup plus facile de marquer des points. Le sprint, ça n'a pas marché. Voilà, il y a plein d'éléments qui n'ont pas marché chez Bora Hansgrohe, donc il faudra faire mieux l'année prochaine au niveau collectif. EF Education Easy Post, très beau début de saison qui leur a fait marquer énormément de points. Les places dans le top 15 au niveau du général des grands tours, ça marque aussi des gros points. Des victoires d'étape avec Benelli notamment, même si Carapaz a été assez discret cette saison, c'est pas si mal pour EF. Voilà, 10 000. Surtout, ils évitent de se retrouver un petit peu dans la zone rouge dans laquelle ils étaient l'année dernière. Movistar, kiff par rapport à l'année dernière, on est à 10 456 points. Voilà, une place de perdu. Bon, il y a un Henrik Mas qui a fait son possible, mais Lascano qui a marqué plus de points que les années précédentes aussi. Mais il y a un manque au niveau du collectif de cette formation Movistar qu'il faudrait peut-être régler. On voit que Gaviria a apporté quelques points aussi en début de saison. Mais pas suffisant. Voilà. Enfin, pas suffisant, c'est pas suffisant pour s'assurer une place assurée en 2026 en World Tour. Cofidis, l'année dernière, ils avaient quand même surperformé. Donc, ils étaient 10e au classement. Leur objectif, c'était de sauver un petit peu leur miche. Et ils avaient vraiment surperformé. Là, ça, Guillaume Martin était beaucoup plus discret cette année. Même si tu as une très belle génération avec Axel Zinglet, avec Victor Lafay, qui a marqué des points, mais qui va partir l'année prochaine. C'est vraiment pas mal ce qu'a fait Cofidis en termes de saison, mais voilà, ils sont un peu entrés dans le rang par rapport aux années précédentes. La deuxième déception pour moi de la saison, c'est Intermarché. Alors, je m'attendais bien à ce qu'ils rentrent un petit peu dans le rang par rapport à l'année dernière. De là à sortir du top 10 UCI, là, c'est une grosse déception. 9421 points de marqués pour Intermarché. Eh bien, c'est moins que l'année 2022. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas bien du côté d'Intermarché. Les recrues, Rui Costa a apporté quelques points, mais on attendait à plus de Rui Costa. Et puis les autres recrues n'ont pas été fantastiques. Bonifacio gagne au Tour de Sicile, mais il n'a pas dû marquer énormément de points. Calmejane non plus. Et après, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. T'as Tijen au niveau du sprint, c'est pas mal. Mais collectivement, ils ont pris un peu l'eau du côté d'Intermarché. Jaikwa Lula 15. Simon Yates, ça suffit pas. Alors, ils ont recruté Eddie Dunbar avec Simon Yates, mais il en manque encore un petit peu. Voilà, du côté de Jaikwa Lula, ça serait bien qu'il récupère un très bon sprinter du côté de Jaikwa Lula. Israël, première Tech 16. Pour une équipe de retraités, je trouve que c'est pas mal. Ça marque quand même des points. Pas mal de victoires sur les grands tours aussi, ce qui aide, de victoires d'étape. Non, ils arrivent à accumuler des points sur toute la saison. Là, en plus, ils font un bon recrutement, notamment avec Ethan Vermen et Hugo Hofstetter. Donc, ça va peut-être être très intéressant pour eux. DSM, les grands tours ont été très compliqués pour DSM. Après, ils s'en sortent quand même un petit peu mieux que l'année dernière où ça avait été très compliqué. Mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y a Romain Bardet qui apporte quand même quelques points. Sinon, les autres grands tours ont été difficiles pour eux. L'abandon de Romain Bardet sur le Tour de France, ça leur coûte des points.
Les sprints ratés sur le dernier Tour de France, ça leur coûte des points. Bon, là, ils récupèrent Jacobsen. Ils récupèrent aussi Warren Barguil, qui va peut-être leur permettre de marquer un peu plus de points sur la saison. AG2R, c'est pas top, mais j'ai envie de dire que c'est une équipe qui descend dans la hiérarchie au fur et à mesure du temps. 8421, ce qui doit être à peu près le score qu'ils avaient fait à l'époque. Ils avaient fait 6007, donc ouais, tu vois que ça décroît. Ils étaient 15e l'année dernière, là ils sont 18 malgré Félix Gall, malgré Ben O'Connor. Tu vois que l'échec du plan équipe flandrienne, ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans, ça a été un échec complet jusqu'à maintenant, et c'est pas comme si j'avais dit, tu sais, quand tout le monde disait ah oui, Van Avermaet va arriver, ça va être fantastique, j'avais dit le problème de cette équipe, c'est qu'elle n'a pas la culture des classiques et qu'il risque de se planter. Et que si tu veux faire ça, c'est un projet sur le long terme. Bon, là, au niveau recrutement, j'ai pas l'impression qu'ils veulent continuer dans cette idée-là, même si leur recrutement pour le moment est très calme. Mais on devrait avoir l'arrivée de Victor Lafay, notamment dans cette formation. Mais ça serait bien d'aller marquer des points. Leur avantage, c'est que pour le moment, Astana est largué avec seulement 5558 points sur la saison, 21e derrière Uno X. Et Arkea, qui a eu du mal avec 6241 points. C'est-à-dire qu'ils sont déjà à 2200 points de retard Arkea. Il leur manquait un sprinter pendant une grande partie de la saison. Pas vraiment de leader pour le général. Tu peux pas juste gagner avec des baroudeurs. Donc il y a un moment, ils ont mal préparé leur effectif. Ils n'ont pas voulu reprendre un leader après Nairo Quintana. Pour moi, c'était une erreur de la part de Arkea Samsic, avec en plus un Nasser Boigny qui n'a pas été fantastique, avec pas mal de chutes. Ça a été difficile. Et ce qui fait qu'ils se retrouvent donc voilà, avec seulement 6241 points. Encore une fois, avec un objectif à 26 000, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant marquer 10 000 par an pour avoir une place en World Tour. Ça va commencer à être compliqué, hein. Il va falloir qu'ils marquent quand même 10 000, c'est-à-dire être au niveau de EF et Movistar. Voilà, il faut marquer 10 000 par an. Il va falloir cravacher du côté de Arkea pour l'année prochaine. Déception aussi pour Total Energy, 5 399 points. C'est 1000 points de plus, je crois à peine. Non, c'est même des points en moins. Ils étaient à 6067. 6067 et cette année ils sont à 5399, donc vraiment une déception. Alors l'année dernière ils avaient un petit peu surperformé, mais quand même Peter Sagan ça n'a pas marché. Tout le collectif autour de Peter Sagan ça n'a pas marché. Il leur manque un sprinter, vrai sprinter aussi je pense. Peut-être une mauvaise utilisation également de Jason Tesson. Steph Kras ça apporte des points, ça c'est bien au niveau du général. Mais là aussi les baroudeurs ça suffit pas pour marquer des points UCI. Q36.5 première saison très intéressante avec 3181 points devant Green Project Bardiani. Alors je m'attendais à plus de points du côté de la Tudor, 2573, pourtant ils ont eu pas mal de victoires mais qui ne devaient pas être sur des grosses courses, donc ça leur a pas rapporté suffisamment de points. Bolton c'est un gâchis pour moi parce que après une première saison ils sont 26e au classement UCI. Le problème c'est que l'année prochaine ils vont repartir en continental parce que pas suffisamment d'argent pour continuer en deuxième division. C'est là où tu vois le souci également de la deuxième division. C'est très difficile d'être mis en avant en deuxième division. C'est très compliqué de marquer des points parce que ton calendrier est quand même un peu difficile à mettre en place. Eolo Cometa 27, Cara Rural 28. Pas mal de points marqués sur le dernier Tour d'Espagne pour Cara Rural, notamment avec Aolar. Première équipe continentale, c'est l'équipe Terengganu Polygon Cycling Team qui est à 1546 points. Kern Pharma qui est bien remonté par rapport à l'année dernière comme Burgos, belle saison. Plus compliqué pour Euskaltel qui se retrouve à être quatrième équipe espagnole même si la saison n'est pas mauvaise. Difficile pour Bingol et pour Team Flanders cette année. Deux équipes qui ont été décevantes, surtout Bingol, seulement 1286 points. La Coratec, c'est une première saison honorable avec 1307 points. Du côté des équipes françaises de Continental, si on continue un petit peu plus bas, CIC fait une belle saison avec 21 places de gagnées et 697 points. Saint-Michel et Van Rysel restent quand même dans le top 60, donc ça c'est plutôt pas mal. Devant des belles formations comme Hagens, Berman, Axeon ou encore Trinity Racing.
Par contre, c'est vraiment l'enfer pour l'équipe de Nice Métropole. Parce que regardez, il faut que je descende très très bas pour retrouver le Nice Métropole. Nice Métropole Côte d'Azur, voilà. 184e avec seulement 89 points au classement UCI. Pour tout vous dire, bah voilà, il y a des clubs, des équipes amateurs comme le CC Etup, comme l'équipe Morbihan Fibolia, et bah, qui ont marqué plus de points que eux. Donc c'est pour dire quand même le petit souci de cette formation. L'équipe Continental Groupama aussi est bien descendue dans le classement par rapport à l'année précédente, beaucoup moins de victoires. Mais l'année dernière, c'était une très très grande saison. Et là, cette année, ça a été plus compliqué pour cette formation avec seulement 4 victoires. Voilà, une génération peut-être un peu moins bonne cette année au niveau des résultats. On passe au classement nation. Pourquoi je vous parle du classement nation? Eh bien, ce match pour les Jeux Olympiques. Et là, vous voyez, ça va être très serré. Alors, la Belgique est en tête devant le Danemark et la Slovénie. Là, c'est bon. L'Espagne, 4e. Bah oui, ils ont quand même une petite marche sur nous. Alors, ils ont 400 points à peu près d'avance sur nous. La France, 5e. La Grande-Bretagne, 6. À chaque fois, c'est le premier coureur de chaque nation sur chaque course qui marque des points. Donc, ça, c'est important de signaler. Et il y a seulement les 5 premières équipes qui auront le droit à un quota de 4 coureurs sur les prochains Jeux Olympiques, avec un peloton qui sera restreint de 80 coureurs. Autant vous dire qu'il ne faudrait pas qu'on perde cette position-là par rapport à la Grande-Bretagne. Sinon, on se retrouve seulement à 3. Et sur 280 km, déjà à 4, ça va être dur. À 3, ça risque d'être encore plus compliqué. On voit par contre que les Pays-Bas, ils ne seront que 3. Donc pour Van Der Poel, ça ne va pas être simple. L'Italie aussi, ça ne va pas être facile pour ces deux nations-là. On passe aussi au nombre de victoires par coureur. Eh bien, le leader, c'est Miguel André Lopez avec 20 victoires pour le moment, devant Pogačar, Vingegaard et Philipsen. On retrouve ensuite Yassine Hamza, Primož Roglič, Remco Evenepoel, Olaf Koy. Et du côté du classement par équipe, eh bien, c'est Jumbo-Visma avec 62 victoires devant Soudal Quick-Step et UAE, Ineos, Alpecin et l'équipe Medellin qui est devant la Lidl Trek, l'AEF, Bora, Lotto et Groupama, 19 victoires, la Cofidis, 14 victoires. Vous voyez que les équipes françaises, alors Cofidis a fait plus de qualitatif que de quantitatif, comme on dirait. Et il y a des équipes qui ont très peu gagné, comme AG2R ou Arkea, qui a 7 victoires. Et AG2R, ne va pas être fou du côté d'AG2R. Je vais regarder en classe World Tour. 8 victoires à G2R. Vous voyez, Arkea, moins de victoires par exemple qu'Astana ou que Jayco. Donc ça à prendre en compte aussi au niveau des points UCI. Forcément, les victoires, ça te permet d'avoir des points UCI. Bon, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!